c'est une augmentation inédite. Est-ce qu'elle est justifiée? Je pense que lorsqu'un pays investit de larges montants en termes d'équipement militaire, il y a trois hypothèses. Ou bien c'est pour des besoins offensifs, des besoins défensifs, ou bien parfois il y a des pays qui ont soit des menaces terroristes, soit une guerre civile, et donc ils sont obligés d'investir énormément en armement. Bon, maintenant pour l'Algérie, bon, il n'y a pas ni l'une ni l'autre hypothèse, mais je pense qu'il y a un début d'explication. Le changement de la Constitution, l'intention de l'Algérie de s'exporter à l'extérieur, d'agir dans son environnement et dans son voisinage immédiat, et plus particulièrement au Mali, fait que donc, ce pays a voulu quand même s'équiper davantage. Mais s'équiper davantage peut se traduire par une augmentation de 10%, de 20%, de 40%, de 50%, mais 130%, ça interpelle. Deuxième explication, peut-être, c'est que l'Algérie a toujours cette nostalgie des années 70. Les années 70 sont connues par la guerre froide, par, disons, un rôle que le non-alignement jouait sur le plan multilatéral et sur le plan international. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'Algérie nourrit cette ambition de s'exposer et sur le plan international diplomatiquement. D'où le rôle qu'elle essaie de jouer au Mali, qui est toujours contrarié par les résultats. D'où cette tentative un peu d'essayer de faire le médiateur entre l'Égypte et entre l'Éthiopie. Donc il y a cette intention, cette volonté, disons, du pouvoir de revenir sur le plan international et de jouer un rôle sur le plan international. Voilà. Bon, on peut dire que l'environnement international a complètement changé. On peut dire que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a mis en évidence la nécessité pour les États de se procurer les moyens et les outils pour défendre leur intégrité territoriale. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, on peut investir, mais on ne peut pas investir à 130%. Donc il y a peut-être des objectifs peut-être inavoués du gouvernement algérien et des dirigeants algériens. Il y a des circonstances qui poussent l'Algérie à investir de cette manière. Il y a ce boom quand même du gaz naturel et du prix. Et lorsque un pays en développement arrive à avoir un surplus de cette envergure et de cette amplitude, je pense que la première des idées qui viennent à l'esprit, c'est d'investir dans le socio-économique, c'est d'investir dans l'infrastructure, c'est d'investir un peu dans le culturel, dans l'éducatif. Investir dans l'armement, je suis sûr que si on fait un sondage auprès de l'opinion publique algérienne, elle aurait exprimé d'autres priorités. Nous savons tous que lorsqu'un pays est traditionnellement le client d'une source d'approvisionnement en armement, il devient en quelque sorte conditionné parce que l'armement vient avec la formation, l'armement vient avec l'interopérabilité et donc il est difficile de changer du jour au lendemain. On ne peut le faire que progressivement. Parfois on le fait sur un coup de tête parce qu'on a été contrarié par le fournisseur traditionnel et donc on veut envoyer un message en s'approvisionnant peut-être ailleurs. Plusieurs pays le font quand même. Mais on finit toujours, lorsque les circonstances reviennent à la normale, on revient toujours aux fournisseurs russes, soviétiques, ou américains ou occidentaux d'une manière générale.
Est-ce que l'Algérie n'est pas en train de tirer des enseignements de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et de constater quand même que malgré la différence énorme entre les deux armées, il y a quand même quelques questions légitimes qui se posent. Est-ce qu'on doit toujours investir dans le quantitatif ou bien est-ce qu'il faut reconsidérer cette approche? On peut avoir des centaines et des centaines de chars, mais lorsqu'on a une petite arme qui peut détruire une dizaine toutes les heures ou tous les jours, je pense que ça amène... Il y a beaucoup d'enseignements que les stratèges et que le producteur en matière d'armement tireront de cette guerre qui est en cours entre la Russie et l'Ukraine. Je récuse un peu le terme rivalité parce que le Maroc est le rival de personne. Le Maroc, c'est quand même, il a sa stratégie, il a une vision royale sur tous les plans qui veut conduire le Maroc vers une société paisible, une société développée, une société démocratisée et une société qui est ouverte sur le monde en termes de dialogue diplomatique, politique, de civilisation. On est en rivalité entre personnes. Mais lorsqu'on voit quand même qu'il y a votre voisin immédiat qui s'arme de cette manière, je pense que tout un pays, légitimement et en toute logique, cherchera quand même à répondre à cette tendance un peu agressive. Je suis sûr que, d'abord, nous n'avons pas le moyen d'investir autant que les Algériens. D'abord parce que notre souci, d'abord primordial, en plus quand même de la défense de l'intégrité territoriale, quand même, c'est d'investir dans l'homme et la femme marocaine, dans l'infrastructure, dans le socio-économique, dans l'éducatif, etc., etc. Et donc, mais en même temps, le Maroc ne peut pas rester les bras croisés. Je pense que le Maroc est en train d'investir intelligemment, sélectivement, qualitativement, pour se donner les moyens d'appliquer sa politique, qui reste essentiellement défensive. Le Maroc ne fait que défendre son intégrité territoriale, que défendre ses choix démocratiques et son choix sociétal. Techniquement, ce qui fait la force d'une armée, c'est son intelligence à investir là où elle peut être effective, où elle peut répondre de manière, disons, dissuasive. Ça, c'est techniquement. Mais il y a le psychologique. Une armée, quel que soit son équipement, si elle n'est pas motivée d'une certaine manière, elle ne peut rien faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc est dans une approche de légitime défense. Nous défendons notre intégrité territoriale, nous défendons la récupération de nos provinces du Sud, nous défendons un modèle sociétal que nous avons développé depuis l'indépendance. Et donc, l'armée est une composante importante de cette société. L'armée marocaine n'est pas détachée de la société marocaine. Elle en fait partie intégrante. Et donc, l'armée marocaine, la motivation citoyenne de l'armée marocaine et de toute la société marocaine, c'est l'atout le plus important. Le consensus national sur le projet sociétal, le consensus national sur la défense de l'intégrité territoriale, ce sont les éléments les plus motivants qui vont au-delà des moyens techniques dont on pourrait disposer.